Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, nouvelle interview, nouvelle personne à présenter. Qui est-ce que je vais vous présenter? Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Marianne. Alors Marianne, c'est une sophrologue. Elle fait de la sophrologie et de la sophrologie analytique. Marianne dirige aussi des cercles de femmes. Elle accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des couples et elle fait aussi des formations ou des accompagnements pour des entreprises aussi pour améliorer le bien-être en entreprise, tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress, apprendre à s'épanouir, se sentir bien dans son corps et dans sa vie. Maintenant, nous allons découvrir Marianne un peu plus en détail à travers cette interview. Bonjour Marianne. Bonjour. Première chose, revenons aux bases. Comment ça s'est passé ton parcours? Est-ce que tu as toujours été sophrologue ou est-ce que tu as changé de parcours? Est-ce que depuis combien de temps tu exerces et pourquoi la sophrologie? Initialement, pas du tout dans le domaine de la sophrologie. Moi, je suis issue d'un parcours alors plus qu'atypique. C'est-à-dire que moi, Oh, je sors d'un BTS tourisme, donc oula! vraiment rien à voir avec la santé, mais tout à voir avec l'accompagnement quand même, puisque si j'ai passé ce BTS, c'était avant tout pour pouvoir avoir la carte de guide touristique. Il y avait vraiment déjà cette notion de transmission qui existait. Je n'ai pas pu rester très longtemps dans le tourisme parce que choix professionnel et parce que beaucoup bougeait en France. Et j'ai fait le choix du coup de repartir sur un autre domaine qui me plaisait énormément, qui était celui de l'assistanat. Et en vérité, j'ai derrière moi un peu plus de 10 ans d'assistanat, de service, d'agence et de direction. Ce qui m'a poussée à partir en sophro, en fait, c'est que j'ai une grande passion, c'est la psychologie. Hmm. Quand je parle de passion, c'est que vraiment, là, ça ne se voit pas derrière moi, mais en fait, il y a 3 bibliothèques remplies de livres réservés exclusivement à la psycho. J'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait devenir en termes professionnels. Il s'avère que la seule alternative pour devenir psychologue, c'est la fac, que Hmm. moi, j'étais déjà maman au moment de cette remise en question Hmm. d'un tout petit loup à cette époque-là. Donc, Hmm. j'ai fait le choix de passer par des écoles privées pour faire une remise à niveau en psycho générale, qui m'a menée progressivement jusqu'à la sophro, parce qu'il y avait cette idée de permettre aux gens d'accéder à un bien-être qui Hmm. soit rapide, efficace. Il y a vraiment cette idée voilà, d'un instant dans sa vie qui peut durer une dizaine de séances tout au plus et qui permet vraiment de remettre les choses à leur place. D'où cette attirance pour la sophrologie. J'ai la chance de pouvoir dire que je ne me lève pas pour aller au travail le matin, je me lève pour aller réaliser une passion. Wow. Et c'est bien différent. Tu parles de donc la sophrologie classique et la sophrologie analytique. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Qu'est-ce que c'est, sophrologie analytique? Alors, on n'est pas nombreux en France à le faire. La sophro que j'appelle la sophro classique, en fait, le vrai terme, c'est la sophrologie caïcédienne, parce qu'elle est issue d'Alfonso Caicedo, qui est le créateur de la sophrologie. Je pousse le vice, on va D'accord. dire ça comme ça, dans les séances, au moment de l'anamnèse, donc au moment où on échange entre Mhm. le consultant et moi, je mets déjà la couche psycho. C'est-à-dire que je n'ai pas le titre de psychologue et je ne l'aurai jamais puisque je ne suis pas allée en fac. Mhm. Pour autant, le diplôme que je passe, c'est pour devenir psychopraticienne. Le fait est que du coup, j'applique cette partie psy D'accord. avant de pouvoir appliquer ma partie sophro. Ce qui fait que chaque séance est ultra personnalisée. Chaque séance va vraiment s'orienter sur le détail qui aura été remonté avant qu'on arrive à la visualisation. Et du coup, je vais aller beaucoup plus loin, justement par cette analyse, et permettre à la personne de se trouver dans l'intermédiaire du la sophro euh, plus en surface et la psycho très très profonde. Va vraiment y avoir ce juste milieu qui va se créer et qui va permettre d'aller débloquer certains traumatismes, certains blocages de très longue date Mhm. et qui va donner des résultats assez époustouflants en très peu de temps justement. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de situations pour lesquelles on peut venir faire appel à toi, justement? Alors je peux prendre les différents publics qui viennent à ma rencontre. Oui. Par exemple, pour les petits, ça peut être intéressant de les faire venir au cabinet, là, en ce moment, avant la rentrée, Mhm. pour essayer de canaliser tout ce qui peut être angoisse, peur,
tout ce qui peut être colère aussi. Au niveau adulte, ce que j'ai le plus quand on vient me voir au cabinet, ça va être tout ce qui est lié aux problématiques professionnelles majoritairement. Ça va être des résultantes de burn-out, ça va être ça peut aller sur des phases de harcèlement, des personnes qui sont en reconversion professionnelle aussi, qui ne savent plus trop où elles doivent aller, ce qu'elles doivent faire, comment, pourquoi. Ça peut être, alors rien à voir avec le travail aussi, mais tout ce qui est problématique de couple, où il m'arrive de recevoir pour le coup des couples en thérapie, les personnes âgées qui peuvent avoir besoin de sophrologie sur tout ce qui est phase de transition, j'appelle ça. Donc ça va être par exemple, alors, personnes âgées, bon elles sont à la limite ces personnes-là, mais les personnes qui vont rentrer à la retraite par exemple. D'accord, ouais. D'un coup, je dois changer de rythme, j'ai l'impression de me lever le matin et de ne plus servir à rien. Ça va être les personnes qui vont devoir rentrer dans des instituts spécialisés, ça va être des personnes qui vont être confrontées au handicap. Les handicapés, pareil, c'est quelque chose que malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, je retrouve de plus en plus dans mon cabinet parce qu'on a de plus en plus de maladies qui apparaissent, de plus en plus de choses chroniques qui s'installent et pour lesquelles il faut qu'on arrive à donner une aide au niveau de la douleur, de la gestion émotionnelle que ça représente. Et puis, il faut arriver à recréer une identité autour de cette maladie. Ce que j'aime bien aussi quand on fait appel à un professionnel ou à un accompagnant, c'est justement d'écouter, regarder un petit peu le feeling qu'on a avec la personne. Et ça, c'est génial aussi. Et de ce que j'ai vu, en tout cas dans tous les témoignages que j'ai vus, mais c'est vraiment, on dirait vraiment que tu as ta place dans ce domaine-là, en tout cas. Hein. Franchement, il y a des pépites de témoignages. Donc ça a l'air, ça donne, mais franchement quand on voit tout ça, ça donne vraiment envie, voilà, d'aller faire un accompagnement avec toi. Les différentes thématiques que tu abordes, est-ce qu'il y en a une que tu préfères aborder? Je suis un peu bizarre. Non, mais il n'y a rien de bizarre. On n'est pas bizarre. Tout ce qui est gestion des émotions, je trouve ça mais fascinant en fait. Tout ce qui tourne autour du cerveau limbique. Comment fonctionne le cerveau limbique? Comment une émotion naît? Ce qu'elle va devenir? Pourquoi on ressent les émotions? À quoi ça sert? Je trouve ça mais fascinant, vraiment. Et après, il va y avoir, mais alors là, c'est plus sur l'aspect sophro et c'est parfaitement sur l'aspect psy. Il va y avoir tout l'aspect traumatisme qui, moi, c'est bizarre à dire, sorti de son contexte, c'est un peu étrange, mais ça me plaît énormément. Il y a tout ce côté recherche, un petit peu comme un policier le ferait dans une enquête. Oh, d'accord. Ce que j'aime appeler le côté Dr House. On se retrouve confronté à un cas avec une symptomatologie très précise et parfois on arrive à remonter sur des origines, des sources de problèmes que la personne elle-même avait complètement mis de côté, complètement omis. Et quand on arrive à mettre le doigt sur ce truc-là et à voir dans les yeux cette prise de conscience du « mais oui, c'est vrai, j'avais vécu ça, mais oui, on m'avait dit ça ». Là, je me dis « ouais, là, c'est le soulagement pour la personne en face, mais c'est un soulagement pour moi aussi de me dire « je n'étais pas si loin que ça de la vérité ». Donc derrière, il y a tout le travail intuitif aussi qui me plaît. C'est quelque chose que j'utilise énormément. L'intuition, l'instinct. Je ne saurais pas faire mon travail aujourd'hui comme je le fais sans développer tout cet aspect intuitif. On m'a transmis une méthode, on m'a transmis des outils que je ne rejette absolument pas et qui sont toute la base de mon travail. Je ne pourrais pas faire ça si je n'avais pas eu la chance de passer par ces études-là et par cette transmission qu'on m'a offert. Je n'envisage pas mon métier en restant calquée sur des images clés qu'on aurait pu m'apprendre. C'est-à-dire que oui, j'ai les outils que j'utilise de manière régulière et fréquente sous forme de tests, alors des tests, soit des tests écrits, je pense par exemple au génogramme, soit des tests plus au niveau communication non verbale. Par certains mots que je vais glisser, je vais voir les réflexes des personnes. Ah, d'accord. Mais encore une fois, je les adapte. C'est-à-dire que rester sur de la théorie, quand on est vraiment dans la pratique, je trouve ça à la limite dangereux. Si on passe à côté d'un élément indispensable simplement parce qu'on n'a pas voulu écouter son instinct, parce qu'on s'est dit oui, mais dans le cours, il disait qu'il fallait faire comme ça, on est déjà presque en train de trahir la confiance que la personne nous a accordée, quoi.
Et j'aime bien aussi, je reviens aussi par rapport justement à la façon, comment tu vois justement le traitement d'un traumatisme comme une enquête avec les indices à trouver. Et on voit en tout cas de la façon dont tu exprimes que franchement, ça te tient beaucoup à cœur justement et que, haha, ça y est, j'ai trouvé. Voir le plaisir de la personne qui se rend compte que ça y est, on vient de toucher ce qui va pas et elle va pouvoir évoluer et progresser grâce à soi. Et même pour toi, c'est extrêmement gratifiant au final. C'est gratifiant et c'est valorisant pour la personne parce que pour le coup, mes consultants pourront témoigner après cette vidéo-là. Quand on arrive à mettre le doigt justement sur le facteur déclencheur et que du coup, on arrive à débloquer la situation pour eux, je m'obstine, je m'évertue à leur expliquer que si on en est arrivé là, c'est seulement grâce à eux. C'est-à-dire que moi, je ne sers que d'intermédiaire. En fait, tout ce travail-là, tout cet accompagnement-là réside simplement dans le fait que parfois, je vais gratter là où ça fait mal, mais c'est pour qu'eux prennent conscience de ce qu'ils peuvent mettre en place parce que les ressources, on les a déjà. Justement, on va revenir sur la gestion des émotions, madame. Donc, est-ce que justement, on pourrait prendre là une émotion, que tu nous fasses un petit descriptif improvisé autour d'une de ces émotions? Ouais. Est-ce qu'il y a une émotion qui te plairait le plus? Alors, est-ce que je me suis toujours demandé, le stress, c'est une émotion ou pas? Le stress et l'angoisse, c'est pas des émotions, contrairement à ce qu'on croit. Le stress est bon parce que quand il arrive, en fait, il va mobiliser certaines hormones dans le cerveau qui vont déclencher cette espèce de vigilance qui apparaît et qui va te permettre de réagir à un danger potentiel. Le problème du stress, c'est quand il devient chronique. Et c'est de là qu'apparaissent après des pathologies type hypertension, type problématique rénale, problématique cardiovasculaire, troubles du sommeil, prise de poids. Quand le stress n'est pas géré correctement tout de suite, ça peut après se transformer en angoisse. Et l'angoisse, elle, devient pathologique. Et après, on va se retrouver face à des personnes qui vont développer, par exemple, tout ce qui est maladie inflammatoire, parce que tout le corps est en hypervigilance constante. La grande bulle, c'est tout ce qui peut-être un jour arrivera. La moyenne, c'est tout ce qui réellement est susceptible d'arriver. Et ça, c'est tout ce qui va vraiment se passer. D'accord. Au lieu d'être là-dedans, en fait, on est là. Et c'est ça qui déclenche le stress qui reste. Et tout ça, en fait, c'est une mécanique qui est mise en place de manière parfaitement inconsciente et sur laquelle il faut travailler le plus tôt possible pour éviter justement que le stress ne prenne trop de place dans notre existence et que ça déborde. Le gros avantage de la sophro dans le cas du stress, et là, je vais défendre un petit peu mon steak au niveau de la sophro. Allez, vas-y, défends le test. Le steak. Le gros avantage de la sophro au niveau du stress, c'est qu'il y a plein d'études qui ont démontré qu'il y a un outil indispensable pour faire baisser le stress, c'est le souffle. C'est chimique, c'est pas de la magie. Sur tes réseaux sociaux, tu as pris le nom de la thérapeute aux pieds nus. Pourquoi? D'où ça sort? Je vais pas bouger la caméra, mais je suis encore pieds nus. Il y a une reconnexion et un ancrage à la terre, j'ai l'impression. Chez moi, c'est totalement ça. J'ai une attache très particulière en fait à la nature et je ne me sens bien que quand j'ai les pieds nus. Ce qui est assez terrible parce que avoir les pieds nus quand on se balade en ville, c'est un peu compliqué. Surtout moi qui ne supporte pas le contact au goudron, aux trucs comme ça, c'est assez fatal. Après, il y a d'autres solutions qui existent avec des chaussures, ce qu'on appelle les drop zéro, où on a vraiment l'impression que la semelle est inexistante tellement elle est fine, où on a l'impression de marcher pieds nus. C'est une alternative comme une autre. Pour autant, j'ai choisi ce mot-là, cette dénomination-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'est-à-dire que une fois que j'aurai réussi à obtenir ce diplôme, ce certificat, ce n'est pas un diplôme d'État, c'est un certificat, soyons précis sur les termes, ce certificat de psychoprate, je serai psychoprate. Mais je n'ai pas envie de laisser la sophro. Donc, je préfère me catégoriser sous la dénomination thérapeute, en sachant que j'ai plein de petites cases dans ma grande boîte que je vais pouvoir utiliser à volonté et au besoin. Donc, la dénomination thérapeute me va très bien. Et aux pieds nus, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est presque devenu une marque de fabrique. Quand les gens viennent à ma rencontre dans mon cabinet, ils savent qu'ils vont me trouver pieds nus. Quelle que soit la saison, quel que soit le temps dehors, je serai pieds nus dans mon cabinet. Physiologiquement, déjà, ça vous réaligne au niveau du dos, au niveau des hanches.
Au niveau des jambes, ça crée une circulation que vous n'aurez jamais en ayant des chaussures tout le temps. Et puis, alors après, là, c'est plus au niveau énergétique. Ce n'est pas trop ma branche à moi, mais je le vis au quotidien, donc j'en parle de connaissance. C'est fou l'énergie que vous gagnez quand vous êtes pieds nus. Mais en fait, c'est génial de découvrir ça. Je me suis demandé par rapport au nom que tu avais pris, mais en fait, ça fait super sens, quoi. Ensuite, on va parler des cercles de femmes. Ça consiste en quoi? Alors, dans les cercles de femmes, il y a plein de modes de fonctionnement différents. Et comme j'ai une orientation, je crois que ça se voit un peu, une orientation très celte et nordique, je suis partie vraiment sur un accompagnement qui ne suit pas les règles qu'on pourrait trouver dans les cercles habituels. Mes accompagnements, moi, dans les cercles de femmes, comment ils se passent? En fait, on se retrouve toutes autour d'un centre que j'aurais créé et à chaque fois, il est unique. On fait une ouverture de cercle. L'ouverture va être le moment où je vais allumer la bougie centrale pour apporter littéralement de la lumière au cercle. Et puis, en général, je l'ouvre avec une prière druidique, parce que voilà, je suis cette voie-là, à titre complètement personnel. Je ne cherche absolument pas à convaincre qui que ce soit de suivre cette voie-là. Ça m'appartient. Chaque personne est amenée avec un petit bâton de parole. La personne, en gros, vide son sac, dit ce qu'elle a besoin de lâcher, soit sur un thème précis, soit vraiment libre d'expression. Ça dépend des soirs. Le but, c'est que les autres, pendant ce temps de parole-là, ne parlent pas. Qu'on soit là pour absorber, pour intégrer ce qui est arrivé à notre sœur de cercle et qu'on la porte dans sa difficulté. Et une fois qu'on a fini le tour de parole, on fait un temps de pause autour d'un thé. Et puis, une fois qu'on a fini ce temps de pause, on part sur une méditation guidée qui va permettre d'évacuer toutes les tensions verbales qu'on aura pu lâcher et les tensions physiques qui pourront y être liées. La seule chose sur laquelle je ne reviens pas, c'est que les femmes qui viennent dans ces cercles m'accordent une confiance totale et absolue. Vraiment, à chaque fois que j'y vais et que je vois ces femmes arriver dans ce cercle, je me sens bénie. C'est quand même incroyable que des personnes qui me connaissent à peine s'accordent à dire on va le tenter avec elle et puis on va lui confier des choses très intimes, quoi. C'est assez fou. C'est une expérience, mais qui m'a transformée. Wow. Tu le narres très bien. Narration, ça, waouh. Ça a l'air génial comme expérience. Et puis, ouais. Et en plus, tu apportes encore une fois, tu apportes ta personnalité. Ça doit être vraiment un moment assez intense à passer. Ok, bah justement, j'ai l'impression que tu vas faire cette expérience-là, mais d'une manière justement un peu plus poussée. On va parler de la retraite que tu as prévue pour, dans les prochains mois. Alors exactement, de ce que j'ai appris pour resituer un petit peu, et après on va rentrer plus en détail dessus, c'est une retraite qui va se dérouler le temps d'un week-end, c'est dans le Loiret, et c'est en octobre, le 10 et 11 octobre. Et tu l'as appelé Retour à soi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une retraite? Pourquoi ce thème-là? Et qu'est-ce qu'on va y faire? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que comme je suis toujours têtue, bornée et que j'ai très envie de transmettre, c'est compliqué de se limiter quand on a envie de transmettre à seulement faire des séances ou des cercles. On a envie à un moment donné de faire ça sur une durée plus importante, avec des ateliers plus construits, avec des choses plus poussées, peut-être plus intenses. Un petit peu comme ça se fait beaucoup d'ailleurs avec des retraites de yoga, où on va vraiment aller chercher des ressources très loin à l'intérieur de soi. Et pour le coup, en sophro, ça se fait peu, parce que le principe de la sophro, c'est quand même que ce soit des séances courtes. Donc, encore une fois, j'ai adapté. Mais c'est génial! J'ai adapté, c'est-à-dire que je suis partie sur des exercices que j'applique dans mes séances de sophro et je les ai transposés sur tout un tas d'ateliers différents en fait, où on va beaucoup travailler sur d'anciens rituels, alors prioritairement druidiques,
mais aussi nordique. Donc là, on va beaucoup travailler sur comment revenir aux bases de soi, comment réutiliser les éléments autour de nous, comment les absorber de façon à ce qu'ils restent vraiment profondément ancrés, comment réapprendre à vivre avec d'autres personnes en pleine conscience. Il va y avoir aussi des soins qu'on va se faire de manière, encore une fois, très intuitive. D'ailleurs, en parlant d'intuition, il y a un atelier dans cette retraite-là qui tourne autour du maquillage intuitif. C'est-à-dire que là, on va se mettre par deux avec des pigments naturels et il va falloir faire suffisamment confiance à l'autre pour qu'elle nous maquille de manière totalement tribale et arbitraire, mais selon ce qu'elle sent en termes énergétiques chez nous. Et retour à soi, c'est vraiment ça. C'est se souvenir de ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on met de côté parce qu'on n'a pas le temps dans notre société moderne. Parce qu'on ne prend pas le temps. La retraite que tu prépares, je la trouve très diversifiée justement. Tu dis, il y a la reconnexion à soi, il y a aussi une partie justement par rapport aux éléments, le maquillage intuitif. Alors j'ai vu aussi, parce que j'ai regardé, la libération du corps aussi, se reconnecter à son corps, Ouais. tambour et chants ancestraux aussi, justement pour avoir une ambiance vraiment comme tu les aimes, druidique, nordique, tout ça, tout ça. Et un dernier point qui m'a aussi intriguée, c'était écrire sa légende personnelle. Ça, c'est quelque chose que je fais moi à titre perso, mais que je n'ai jamais fait en atelier. Donc, ça va être une grande première. Qu'est-ce que j'aurais pu être si j'avais enlevé toutes ces limites que je m'impose? Même pas qu'on m'impose, mais vraiment que je m'impose. Et derrière ça, il y a toute la responsabilisation du c'est pas les autres qui m'ont limité, c'est moi-même. C'est de ma faute si j'ai pas fait ça, 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 ça. Si je ne suis pas devenue ça, 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 ça. Si on a envie à un moment donné d'écrire sa légende en disant, bah en fait, je suis Wonder Woman et je peux voler et je peux aller à la poursuite des méchants. Sorti de son contexte, ça peut paraître débile. Et pourtant, ça fait prendre conscience de l'importance, de la puissance des mots. Le mot a son pouvoir, le mot a sa force. On ne se rend pas compte. Alors là, je fais une petite parenthèse. J'ai l'impression vraiment qu'on a oublié dans notre monde moderne à quel point les mots sont forts, en très bon comme en très mauvais. Le nombre de personnes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'une fois quelqu'un aura eu le malheur de leur dire « mais t'as vu à quoi tu ressembles ?» C'est que du mot. C'est que du mot. Et la personne, en plus, quand elle le dit, elle ne se rend absolument pas compte de l'impact, de l'enjeu. Pour moi, c'est inconcevable ça. Ça me blesse profondément qu'on ne comprenne pas que chaque mot a un sens et une utilité et une fonction. Donc, quand je parle de l'écriture de sa légende personnelle, ça veut dire on enlève tout cet aspect sociétal qu'on nous impose. On se pose devant sa feuille, on prend son stylo et on écrit ce qu'on a envie d'être. C'est magnifique. Ça va être très puissant comme retraite, hein. Ça va être. Ça va remuer, oui, il ne faut pas se mentir. Franchement, moi j'adore découvrir ça, donc ça va être génial. Et puis j'ai vu justement, tu parles justement des mots et tout ça, et ça se voit sur les réseaux sociaux. Bon, que tu es vraiment, moi je trouve que tu as un langage doux, bienveillant, poétique. Parfois, tu as une façon d'aborder les sujets. Ça change beaucoup de ce qu'on voit. Chaque personne apporte sa personnalité et son énergie et une partie d'elle dans ses écrits. Et j'aime beaucoup tes écrits justement parce que en fait, c'est une approche douce, bienveillante et qui donne envie de réfléchir sur certaines choses. Il y a des publications comme qu'est-ce qui vous fait vibrer ou les mots que tu utilises et tout ça, ça donne, je sais pas, ça accueille, c'est invitant. Mais ça me rassure beaucoup en fait ce que tu dis parce que il y a une phrase très juste que j'aime beaucoup, c'est je ne cherche pas à convaincre, je donne à réfléchir. C'est pas de moi, hein. Mais c'est vrai, c'est exactement ça que j'essaye de faire. Il faut savoir en plus que je me suis prise au jeu, c'est-à-dire que sur Instagram, les publications sont presque tous les matins et c'est presque devenu un journal intime en fait, mon Instagram. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde se lève, moi je suis déjà sur Instagram en train d'écrire ma réflexion qui va me pousser dans ma journée. Et par contre sur Facebook, sur ma page pro, je les programme, mes publications. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai 2 semaines, 3 semaines de marge sur lesquelles j'ai déjà programmé toutes mes publications, une par jour, du lundi au vendredi. Comme du coup, il m'arrive d'avoir des flots de choses à raconter, je mets mon image, je m'inspire de cette image-là, je mets mon mot. Mais comme j'ai 3 semaines d'avance, quand le matin,
ma publication arrive, je la redécouvre. Il Hmm. y a des moments où je ne savais même pas que j'avais mis ces mots-là. Je ne me rendais pas compte que j'avais mis ces mots-là. Et du coup, quand je vois les commentaires disant « Oh, mais t'es tombé juste, mais c'est exactement ça », dans ma tête, c'est « Mais comment j'ai fait ?» puisque même moi, je ne savais pas que ça allait être ça aujourd'hui. Les mots que tu mets, des fois, il y a des choses, je sais que ça résonne en moi, que ça touche une émotion ou quelque chose, donc ça touche, et puis j'écoute, waouh! Et puis ça donne aussi le sourire, tu vois, pour la journée et tout ça, donc ouais, franchement, en tout cas, me concernant, j'aime beaucoup. Merci. En tout cas, tu es vraiment très créative parce qu'on parle des publications, mais on peut aussi parler des vidéos. Marianne aborde des sujets vraiment autour du développement personnel, de la gestion des émotions, mais avec une touche d'humour. J'ai l'impression même que tu as fait du théâtre, quoi. Alors, on va un petit peu resituer les choses. Donc, tu proposes deux types de vidéos. Tu as les vidéos Terpnos. Alors, Terpnos, je vais vite fait expliquer, mais tu essayes de transmettre un message pour qu'il soit plus accessible sur un mot en sophrologie ou en développement personnel. Donc, les derniers qu'on a vus, c'était triangle de Karpman, pulsion, attachement, voilà, ce genre de choses-là. Et après, il y a des mots plus techniques du genre terpnos. Et la deuxième chose, c'est instant bref, mais qui est pas si bref que ça, je dirais, parce qu'il y a Madame Lego qui vient prendre de la place et, euh, et je trouve ça génial parce que franchement, ça vaut vraiment le coup, hein, parce que ça fait découvrir des termes, mais avec des façons. Moi, j'ai regardé et il y a des choses que je me souvenir, ça c'est clair, hein. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, l'envie de faire ce genre de vidéo comme ça? En fait, moi, je suis une grande fan des chaînes YouTube qui vulgarisent les choses. Mm. J'adore ça parce que je trouve aberrant qu'on soit condamné à rester sur des termes très simples ou simplistes, ce qui est déjà un gros mot dans ma bouche, sous prétexte que non, c'est réservé à une élite ou à un contexte ou à un certain petit nombre de personnes. Je ne comprends pas, moi, cette démarche-là. Donc, quand je me retrouve sur des chaînes, alors il y en a une en particulier que j'aime d'amour, c'est la chaîne de Bruce Benamran, Y penser. Je suis la dernière des quiches en termes de physique, de maths, oh, mais ça me donne des boutons, moi. Et pour autant, je vais sur sa chaîne, je comprends tout. C'est improbable, mais je comprends. Et du coup, c'est le genre de personne qui m'a donné envie de... Je suis dans mes études de psycho et je passe un temps fou à devoir aller chercher certains termes techniques, certaines définitions de pathologie, certains blocages. Et si, moi qui ai passé ce temps à chercher, je faisais gagner du temps aux autres personnes qui ont besoin de comprendre. Et tout est parti de là. Et du coup, pourquoi ces deux formats? Parce que le Terpnos me permet vraiment d'être dans de la vulgarisation pure et dure, des choses que j'essaye de rendre les plus simples possibles. Des fois, c'est vraiment pas évident. Et puis, l'instant bref, parce que ça me permet plus d'être dans le créatif avec mon ego. Et du coup, justement, l'ego aussi, pour toi, c'est un sujet qui te tient très à cœur, j'ai vu dans une de tes publications. Et donc, je voudrais savoir un petit peu si tu pouvais dire, que tu arrives à dire un peu brièvement, la différence entre un ego qui est sur ou sous-dimensionné et un ego équilibré. Déjà, je pense que tu fais référence à mon petit coup de gueule qui m'a pas fait que des amis, mais je l'assume parfaitement. Non, mais tout à fait. C'est nécessaire. Il m'est insupportable d'entendre dans cet univers du développement personnel et du bien-être qu'il faut supprimer l'ego. C'est quelque chose qui est parfaitement contre-intuitif et tout sauf naturel. Il me semblait qu'en termes de développement personnel, le but était d'être holistique. Et holistique veut dire prendre l'intégralité de la personne en compte. Je ne vois pas comment on pourrait prendre l'intégralité de la personne en compte si, de base, on lui dit l'ego est mauvais. Ça m'est mais insupportable, quoi. Si on n'a pas d'ego, donc je vais t'expliquer du coup à quoi correspond un ego sous-dimensionné. Si tu n'as pas d'ego, schématiquement, tu es une serpillière. N'importe qui peut passer, te marcher dessus, t'écraser et tu diras « Ok, c'est pas grave ». Non, c'est pas possible. Si tu as un ego surdimensionné, tu es Trump. Il n'y a aucune limite. Tout déborde, quoi. En tout cas, tu as l'impression, à défaut de l'être, d'être surpuissant,
que tout est dû, que tu dois être le centre de l'attention puisqu'il n'y a que toi qui compte, parce que tu es le meilleur, parce que les autres n'arriveront jamais à ta cheville, parce que heureusement que tu es là pour sauver l'univers. Enfin, on peut en aller très très loin dans cette théorie-là. Un ego équilibré, c'est un ego qui te permet à minima de te respecter, du coup de te faire respecter, et un ego surtout qui te permet de comprendre comment tu fonctionnes. Si tu n'as pas ce minimum vital, tu vas être dans l'un des deux extrêmes. C'est dérangeant pour moi qu'on reproche aux gens de tenir à leur ego. L'ego, au même titre que les émotions, n'est pas mauvais. C'est le débordement qui est mauvais. La psychologie positive a ses limites, quoi. Il arrive un moment, ça devient toxique. Bah, en tout cas, je trouve ton avis là-dessus super intéressant. Je trouve ça super intéressant d'avoir un autre point de vue. Et tu as bien expliqué les choses entre l'ego sur et sous-dimensionné et l'ego équilibré. Enfin, en tout cas, je rejoins ton point de vue. Ok, alors maintenant, on va passer sur les questions un peu plus entre guillemets personnelles parce que là, on a parlé de sophrologie, tout ça, tout ça. Et là, on va passer sur les questions, on va essayer d'être un peu plus instant bref. Donc, bon, sans l'ego, hein. Quoique l'ego, il va peut-être ressortir à la fin. Mais bon, on verra ça. Du coup, la première grande question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au druidisme et à la culture celtique. Parce que tu es vraiment passionné par ce sujet-là. Est-ce que tu as une histoire à raconter dessus ou dire comment tu as découvert ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te plonger justement dans cette passion? On va revenir dans l'intuition. J'ai toujours senti cet attrait pour l'histoire et la culture celte. Et ça a commencé à sévèrement se développer aux alentours de 16 ans, où je me suis penchée plus sérieusement sur les enseignements druidiques. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, le druidisme n'est absolument pas une religion. Et c'est avéré qu'après moult recherches généalogiques, en fait, je me suis expliqué cet attrait pour tout ce qui est en lien avec les Celtes et avec les Nordiques. Parce qu'après test et après vérification ADN, il se trouve que je porte les deux dans mon sang. Quand je parle d'intuition, c'est que je ne crois absolument pas au hasard. Voilà. Pourquoi le druidisme? Parce que ça représente 98%, parce qu'il y a toujours les 2% de faille, 98% des valeurs que je porte. Le respect à la nature, le respect à l'autre, c'est très, très animiste comme vision des choses, c'est-à-dire que le moindre caillou que je vais frôler a une âme et il a une raison d'être. Ça ne veut pas dire que je m'interdis de marcher sur les cailloux ou l'herbe. Ça veut dire que quand je le fais, j'ai conscience que je marche sur le caillou ou sur l'herbe et j'ai conscience de mon impact sur mon environnement. Ça ne veut pas dire non plus que je suis végétarienne, ce qui peut paraître paradoxal, mais ça veut dire que quand je mange mon morceau de viande, ce qui est de plus en plus rare, on va l'admettre, j'ai conscience que je mange mon morceau de viande et j'ai vérifié d'où venait mon morceau de viande. Je me suis assurée qu'il n'y avait pas eu de cruauté autour et qu'il n'y avait pas eu d'élevage intensif et d'abattage intensif et je sais d'où ça vient et je sais comment et je sais pourquoi. Le druidisme, en fait, s'est imposé à moi plus que moi, je ne suis allée le chercher. Et c'est quelque chose qui est encore plus vrai depuis une bonne année et demie. Depuis que je suis rentrée dans l'ordre des bardes, ovates et druides, qui est l'un des gros ordres druidiques du monde. En tout cas, merci pour ce partage. Ça, je trouve ça très beau. Et c'est justement, c'est pas non plus quelque chose de commun, mais ça fait toujours partie de ton intuition, ta personnalité. Je n'ai pas menti en disant atypique au début. Atypique, oui. Bah, écoute, moi c'est bien, ça me permet justement, j'ai trouvé ça génial, hein, et on le voit ça dans tes images, tu vois, tu as certaines mises en scène justement où tu as une tenue, je sais pas, une tenue un peu sombre des fois. Est-ce que ça a un rapport avec le druidisme ou c'est juste toi qui fais des mises en scène? Les derniers shootings que j'ai faits, et je fais un grand coucou à Chloé Domal, qui est une artiste incroyable. On était vraiment parti sur un aspect un peu plus sombre, effectivement, avec une tenue noire. Comme là. Ouais. Faut savoir que je suis très souvent habillée en noir. Hein. On est d'une famille de métalleux, donc il arrive un moment où bon. Donc on était vraiment parti sur cette tenue beaucoup plus sombre, où là il y avait plus cet aspect magie
qui ressortait, quelque chose de très tribal, très primitif. Et puis la deuxième phase avec ces photos, où là c'était très druidique, où j'avais mon bâton de druide, où j'avais ma veste de druide, où j'avais... on oriente beaucoup aussi sur mon tatouage, sur mon pendentif de Lawen, tout un tas d'indices et d'éléments qui font ce que je suis aujourd'hui, quelque part. Je ne me cache plus comme je pouvais le faire plus jeune, où j'avais presque honte de dire, quand on me demandait « Ah bah t'es catholique ?» Non, je suis druide. « T'es quoi ?» Aujourd'hui, je ne m'en cache plus et je précise bien que je ne suis pas druide, je suis barde en cours d'apprentissage du grade d'ovate, parce qu'on a 3 grades chez les druides. En tout cas, c'est vraiment un gros partage que tu nous fais là. En tout cas, c'est... Enfin, moi, j'adore, je me régale. Justement, tu parlais du bâton. Quelle symbolique ça a, justement, dans le druidisme? On chemine dans le druidisme. Wow. Il y a vraiment cette idée d'un parcours. L'initiation se fait le long d'un chemin. On transmet, on apprend. La recherche ultime, c'est l'Awen. C'est ce que je porte en fait autour du cou. C'est ce symbole avec les 3 points et les 3 traits. C'est la connaissance absolue. Voilà. C'est une quête sans fin, quelque part. Et cette quête-là se fait en cheminant. D'où le fait que le bâton soit important, parce que déjà le bâton a cette symbolique bois, arbre, qui nous accompagne. Et puis parce qu'il nous permet de ne pas cheminer seul. Même nous, en tant que, je fais le parallèle avec mon métier, en tant que thérapeute, on est un peu quelque part ce bâton-là. Quand quelqu'un vient chez nous, c'est qu'il y a un gravillon dans la chaussure et qu'il y a plein de possibilités de chemin et que la personne a mal à cause du gravillon dans la chaussure et qu'elle ne sait pas quel chemin prendre. Et nous, on n'est pas là pour lui dire « tu dois aller sur telle route ». On est en train de lui dire « sers-toi de moi comme bâton, je vais t'aider en te soutenant le temps qu'il le faut. Et quand tu te rendras compte que tu as pris la bonne voie, tu n'auras plus besoin de moi. » En tout cas, c'est beau, hein. Franchement, j'aime beaucoup, hein. J'apprends beaucoup de choses. Je vais apprendre quand je vais me coucher en ayant appris plein de nouvelles choses, ça va être génial. Mais super intéressant en tout cas. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Une activité ressourçante que tu aimes bien faire, que tu aimes bien. La méditation. Ou la marche. Ou les deux, parce que l'un va bien avec l'autre. Ta célébration préférée? Ah certainement Alban Elfed, donc l'équinoxe d'automne. Oh, avec les jolies couleurs, là, orange et tout ça, comme on peut voir sur ta page actuellement Facebook, là. J'ai Alban Elfed ou Samhain. C'est la période, en fait, qui me plaît. C'est toute la symbolique qu'il y a autour de la terre qui se met en sommeil et puis on se prépare à avoir froid, à se mettre les grosses doudounes, les grosses couvertures, les grosses chaussettes, le chocolat chaud, le chocolat chaud. Ah, trop bien, quoi. Est-ce que tu as un groupe de musique celtique que tu aimes bien? Celtique ou nordique, parce qu'en fait, j'en ai un bon paquet que j'écoute. Ce qui deviendrait naturellement. C'est pas un groupe, c'est une troupe que tout le monde connaît, je pense. C'est les Lord of the Dance, qui ont des musiques celtes, mais transcendantes. Pour être conseillé, il y a Guillaume Desk qui fait des très belles musiques, un peu éthérées. Il y a Eivar, il y a, j'allais les oublier, Vardruna. C'est une obligation totale et absolue. En groupe français qui fait de l'excellente musique nordique, il y a Skald. Il y aurait Osier the Jupiter, qui est plus confidentiel. Danheim. Si vous ne connaissez pas Danheim, je ne vous le pardonne pas. Hors musique celtique et nordique, un impératif, Hera. Du coup, merci beaucoup Marianne pour cette interview. Ça a été un plaisir de t'interviewer. C'était génial, super enrichissant. Une personne très passionnée et que j'ai adoré découvrir à travers cette interview. Merci beaucoup. C'était une très belle expérience. J'ai adoré faire ça et adoré le faire avec toi parce que tes questions sont pertinentes et parce que tu as analysé le sujet. Et c'était génial. Vraiment, si vous voulez faire une interview, c'est elle qu'il vous faut. C'est trop gentil. Du coup, nous allons couper ici. On dit au revoir à tout le monde.